Je vais probablement parler de sujets qui ne sont pas nécessairement dans votre champ d'intérêt, parce que moi, globalement parlant, on m'a demandé de décrire ma fonction en titre de vérificateur général, d'ex-vérificateur général du Québec. Donc, je commence dans le fond en parler d'une mise en contexte, c'est quoi l'univers d'un vérificateur général du Québec, puis après ça, vous faire part de certaines réflexions sur mon expérience comme vérificateur général du Québec. Donc, j'ai commencé en août 2004, j'ai fini en novembre 2011. Le mandat d'un vérificateur général, c'est d'un maximum de 10 ans. Moi, j'ai fait 7 ans. J'ai été proposé par le premier ministre à l'époque, en 2003, qui était M. Bernard Landry. Et j'ai été ensuite reproposé par la suite, en 2004, par M. Jean Charest, qui était premier ministre de l'époque. Il faut savoir que le vérificateur général, c'est une personne désignée par l'Assemblée nationale. Donc, on relève directement de l'Assemblée nationale. On n'est pas un ministère, c'est vraiment une fonction apolitique. D'ailleurs, depuis que j'ai été nommé en 2004, je n'ai jamais revoté à une élection provinciale, toujours pour éviter qu'on puisse penser que j'étais pour un parti ou pour un autre. Donc, et puis, tous les partis, lorsqu'on est nommé, s'assurent qu'on n'est pas politisé d'aucune façon. Donc, on n'a pas de lien de politique, on travaille pour l'ensemble des parlementaires. Donc, le vérificateur général du Québec, c'est une organisation d'environ 250 personnes, le budget est autour de 25 millions de personnes. Ça veut dire que j'avais environ au moins une vingtaine d'équipes de vérification différentes là, qui circulaient partout dans les entités que je vous mentionnais plus tard. Donc, au vérificateur général du Québec, on fait de la vérification financière comme un bureau de comptable privé. Ça occupe environ 50% des ressources. On fait de la vérification qui s'appelle maintenant de la vérification de la performance. Quand j'y étais, on appelait ça de la vérification d'optimisation des ressources. Au vérificateur général du Canada, on appelle ça de la vérification de gestion. Donc, peu importe le thème, on fait environ 28% des ressources associées à ce genre de vérification-là. Le support représente 22%. Je vous ai mis vérification de la conformité. Bon, on fait de la vérification de la conformité, notamment des contrôles informatiques, notamment du respect des critères de subvention. On fait ça dans différentes vérifications. Autant, par exemple, en vérification financière qu'en vérification de la performance. Par exemple, en vérification financière, on allait, comme dans une entité qui donne les subventions gouvernementales, s'assurer que dans le fond, que les critères de subvention étaient respectés. Dans le cas de la vérification d'optimisation des ressources, par exemple, de la vérification de la performance, on allait, par exemple, au CSPQ, au Centre de services partagés du Québec, s'assurer que les contrôles informatiques pour le paiement des consultants étaient faits adéquatement. Donc, la conformité, c'était pas un champ précis, mais ça se retrouvait dans certains volets de certaines vérifications, autant en financière qu'en vérification de la performance. Donc, l'univers de vérification. L'univers de vérification est très large, vous savez, là, quand on est au vérificateur général du Québec. Donc, dans les ministères, les organismes, ça peut être, par exemple, la Régie du logement, qui était un organisme, les sociétés d'État, Hydro-Québec, la Société de la SAC, dans le Code du Québec, les entités du réseau de la santé et des services sociaux, les entités du réseau de l'éducation, les bénéficiaires de subventions. Ça, mine de rien, ça représente à peu près 25% de l'économie du Québec, si on regarde ça globalement. Donc, l'univers de vérification est très, très, très large. Et ça crée un défi, puis je vais en parler plus tard, du choix des vérifications. Pendant mon mandat, j'ai fait beaucoup de changements à la loi sur le vérificateur général du Québec. Premier grand changement, co-vérification des états financiers pour plusieurs entités, dont Hydro-Québec et le SAC Alcool. Quand je suis arrivé, le vérificateur général du Québec était l'unique vérificateur de la Caisse de dépôt et de placement du Québec au niveau des états financiers. L'unique vérificateur de certaines entités comme la CSST, ou la CCQ, la Commission de la compte du Québec. Donc, mais à des places, on était absolument absent. Donc, on n'était pas à Hydro-Québec d'aucune façon, on n'était pas à la SAC Alcool,
on ne vérifiait pas leurs états financiers. Pourtant, Hydro-Québec, c'est quand même 3 milliards de revenus nets qui vont dans les états financiers du gouvernement. Donc, moi, j'ai fait valoir auprès du sous-ministre des Finances et du ministre des Finances qu'il y avait un illogisme à ça. Et il fallait que, d'un point de vue vérification, on puisse être présent, surtout à Hydro-Québec, notamment, à cause de l'importance financière d'Hydro-Québec dans les états financiers du gouvernement. Donc, j'ai proposé d'aller en co-vérification auprès d'entités où on vérifiait déjà les états financiers pour avoir des co-vérifications auprès de grandes entités où on n'avait pas la vérification financière. Parce que j'avais besoin d'une connaissance de ces entités-là pour bien comprendre les états financiers du gouvernement. Donc, on a changé la loi. Et puis maintenant, je peux dire que le vérificateur général, il peut participer à la totalité de la vérification, en co-vérification. Et la co-vérification était suffisante pour avoir une grande connaissance des grandes sociétés d'État du Québec. J'ai aussi géré la création de la fonction de commissaire au développement durable. Donc, le gouvernement voulait créer un commissaire au développement durable. Bon, comme développement durable défini largement pour pouvoir vérifier les activités de développement durable au gouvernement du Québec. Et puis, avec le gouvernement, on a fait changer la loi pour créer une fonction de commissaire au développement durable. Ensuite, on a récemment obtenu, après des démarches donc, que j'avais démarrées, la possibilité de faire de la vérification de la performance dans toutes les sociétés d'État. Et ça, c'était une réclamation des vérificateurs généraux depuis des décennies. Donc, c'était accordé il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais fait des démarches pour pouvoir l'obtenir. Donc, maintenant, on peut vérifier la gestion d'Hydro-Québec, et d'ailleurs des vérifications sur Hydro-Québec, par exemple, la gestion de la SAC alcool. Donc, libre choix de vérification. Parce qu'avant, c'était pas possible de le faire sans l'accord de la société d'État. Et vous devinez un peu que la société d'État ne voulait pas vraiment nous avoir. Maintenant, la loi permet de le faire au libre choix du vérificateur général. Libre choix de la vérification financière au niveau des entités des réseaux de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Historiquement, les états financiers de toutes les commissions scolaires, les hôpitaux, étaient vérifiés par des cabinets privés. Seulement par des cabinets privés. Donc, j'ai discuté et puis fait changer la loi pour qu'on m'accorde à moi la possibilité de vérifier toutes les commissions scolaires, tous les établissements de santé. Je me rappelle même que à l'époque, la ministre des Finances qui m'a appelé en me disant « Là, tu vas devenir le bureau de comptable le plus important au Québec. » Et si vous imaginez là, à quel point ça peut représenter des entités, la loi a été faite à ma demande de cette façon-là, c'est-à-dire que je peux choisir d'aller vérifier une université, d'aller vérifier une commission scolaire, un établissement de santé. Je choisis. Mais j'ai rassuré la ministre de l'époque en disant que mon but, c'était pas de tous les vérifier en même temps. C'est seulement de faire sentir ma présence, de pouvoir les vérifier. Et je vais revenir plus tard qu'un vérificateur doit faire sentir sa présence. Tout comme vous, dans le domaine, de faire sentir qu'il y a des contrôles à quelque part, pour au niveau de la sécurité notamment. Donc, j'ai fait au moins plus une quarantaine, après une centaine de vérifications environ. Donc, je vous donne ici, bon, la rigueur de l'analyse des partenariats privés-publics. Ça, ici, ce qu'on a dit, nous ici, dans le fond, quand on a fait cette vérification-là, qui était un modèle un peu spécial, parce que c'est ce qu'on appelait, nous, au bureau, là, une vigie. C'est-à-dire qu'on est présent pendant qu'il se réalise des projets. Au lieu de, comme en vérification traditionnelle, d'attendre que tout soit fini, puis ensuite on vérifie, nous, on faisait sentir notre présence dès le début du projet. C'est comme ça qu'on a pu faire des commentaires sur la construction des CHU à Sainte-Justine, de la construction du CHUM également, et on est allé vérifier la rigueur de l'analyse des partenariats privés-publics. Le vérificateur général du Québec, j'ai jamais émis d'opinion à l'effet que j'étais pour ou contre. Mon travail à moi, c'est pas ça. Mon travail à moi, c'était de vérifier si l'analyse était rigoureuse. Puis on a constaté qu'elle n'était pas suffisamment rigoureuse. Puis elle s'est améliorée par la suite. Dossier Santé Québec. Le dossier Santé Québec, c'était une autre vigie. Donc, au sens quand on a lancé le dossier Santé Québec, j'ai tout de suite contacté l'entité et dit qu'on était pour s'assurer de l'évolution de ce dossier pendant sa réalisation. Et je peux vous dire que
c'est une vigie qui a eu beaucoup d'effets, parce qu'à l'année, le gouvernement a changé complètement sa perspective. Au début, on parlait dans le dossier Santé Québec de nouvelles grandes plateformes où tout le monde était pour adopter, et dans le fond, on était capable de transférer des informations d'une pharmacie en Abitibi à l'hôpital Sainte-Justine ici à Montréal. Donc, et on a démontré, en suivant ce dossier-là, que cette approche-là a vraiment pas fonctionné. Que s'il y avait pas, d'abord, il y avait une question de contrôle au niveau des informations personnelles, puis en plus, il y avait une question de communication entre les diverses plateformes. Et ça l'a même amené à dire que ce dossier-là était carrément un échec, et je l'ai dit, et quelques temps après, le gouvernement a changé son approche complètement. Ilio Voyageurs. Ilio Voyageurs, c'est le dossier de l'UQAM, pour ceux qui, dans le fond, le dossier de l'UQAM qui avait voulu faire un grand projet pour éventuellement obtenir une certaine rentabilité de ce projet. Ça l'a vraiment, mais vraiment pas bien fonctionné. Mais cette fois-ci, c'était à la demande du gouvernement qu'on a téléphone cette vérification-là, puis on a mis des commentaires. L'immigration. L'immigration, il y a à peu près 7 ans, on a fait une vérification sur, dans le fond, les critères de choix des immigrants. On n'était pas là pour dire si le critère était bon ou pas bon. On était là seulement pour vérifier si c'était appliqué correctement. Et puis, à ma grande surprise, on a trouvé que les critères, il y avait un problème dans la programmation du logiciel du choix dans l'évaluation des critères. Donc, il y avait des gens qui étaient reçus immigrants au Québec qui n'auraient pas dû être reçus parce qu'ils ne respectaient pas les critères. Il y avait des gens qui respectaient les critères mais qui n'ont pas été reçus parce que le logiciel avait une erreur à l'intérieur. Donc, c'est le genre de tests de conformité, de tests de contrôle que l'on fait. Et puis, on a fait part de ce point au ministère qui, bien sûr, l'a changé. C'est une pratique de gestion. J'ai tenté à 2 reprises de faire des rapports positifs pour pas toujours critiquer constamment, parce qu'on sait que le vérificateur général, il chiale tout le temps. Donc, j'ai voulu faire j'ai fait 2 tentatives de ne pas chialer. Et les 2 fois, ça fait un échec. Parce que ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas les parlementaires. On a fait une vérification sur les traumatismes majeurs. C'est-à-dire au Québec, là, si malheureusement vous traversez la rue et vous vous faites frapper, le système de santé est très bien organisé. Les ambulanciers vont identifier le degré de vos blessures et vous amener à l'hôpital concerné en fonction des différents classements. On a au Québec un des taux de mortalité les plus faibles venant d'un traumatisme majeur. C'est les plus faibles en Amérique du Nord. Donc, c'est très bien organisé. On a fait une vérification là-dessus. Je suis allé voir le sous-ministre de la Santé pour lui dire, écoutez, êtes-vous content? Parce que pour une fois qu'on ne chiale pas, êtes-vous content? Puis il m'a dit gentiment, puis aujourd'hui il est secrétaire général du gouvernement, il m'a dit, écoutez, on est bien content que vous parlez positivement d'une chose qu'on fait bien, mais avez-vous l'intention d'en faire souvent comme ça? Parce que ça ne me permet pas de négocier de l'argent avec le Conseil du Trésor. C'est ça. Donc, et les parlementaires ne sont même pas intéressés, m'en ont jamais parlé. Donc là, je me dis, je pense que là, je peux mieux essayer, mais c'est pas ça qu'il faut. Fait que je suis redevenu le chialeux par excellence au Québec le temps de la fin de mon mandat. J'ai aussi encouragé une réforme de la comptabilité gouvernementale qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, avant 2008, les déficits des établissements de la santé et de l'éducation n'étaient pas dans les états financiers du gouvernement. Je veux pas. Maintenant, à cause de la réforme de la comptabilité gouvernementale où je mets beaucoup de pression, ils le sont. Donc, quand aujourd'hui on parle d'un surplus budgétaire, dites-vous que c'est un vrai surplus budgétaire. À un certain temps, il y en avait une partie à gauche, une partie à droite. Maintenant, là, c'est réuni ensemble et là, on peut parler vraiment des vraies choses au niveau des finances publiques. Bon. Le quotidien d'un vérificateur. Donc, le quotidien d'un vérificateur. D'abord, j'écris « Être respectueux et admiratif envers vos équipes de vérification. » Parce que quand on est vérificateur, on n'est pas aimé. Il n'y a personne qui aime voir arriver un vérificateur. Et quand vous êtes sur le terrain, dites-vous que les vérificateurs qui sont sur le terrain, moi, je n'étais pas sur le terrain. J'avais des équipes qui allaient sur le terrain. Mais ceux qui sont dans les entités en tant que telles, lorsqu'ils rentrent une journée le matin dans le ministère ou dans les organismes,
on leur dit pas un gros bonjour, puis on n'apporte pas un café, là. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement bienvenus. Donc, on disait toujours à l'interne, il ne faut pas manquer d'affection lorsqu'on est un vérificateur. Parce qu'on manque d'affection, c'est pas les autres qui nous la donnent, là. On se la donne mutuellement, mais les autres ne nous en donnent pas d'affection, là. Donc, être respectueux envers les entités vérifiées et les gens concernés par nos vérifications. Ça, c'est une chose qui est importante. Parce qu'il ne faut pas essayer, comme vérificateur, d'essayer de prendre les gens, comme on dit une expression québécoise, les culottes baissées. C'est pas ça qu'on essaie de faire. On vient les vérifier, et si les gens sentent qu'on les respecte, ils savent qu'ils ont des lacunes, ils vont entrer dans la vérification. Mais si on est là pour dans le fond, les prendre à défaut, pour le plaisir de les prendre à défaut, bien nécessairement l'entité vérifiée, comme les gens concernés, ne vont pas nécessairement collaborer, parce que pour être vérifié, il faut une certaine collaboration de l'entité vérifiée, des gens vérifiés, et il faut donc qu'ils se sentent respectés, et non pas espionnés. Il faut se faire craindre et à la fois respecter. Craindre, ça, on n'a pas le choix, parce que ça fait partie un peu de la gestion publique. J'avais un sous-ministre là, qui m'a déjà dit, si le vérificateur général n'existait pas, ça deviendrait au sens, là, tout le monde irait piger dans le plat bonbon. Alors que là, quand on sait que le vérificateur général existe, on a une certaine retenue. Là, je parle notamment pour plusieurs personnes, notamment entre autres des élus. Donc, et comment on peut craindre et respecter, c'est d'abord par la pertinence de nos travaux. Donc, il faut avoir des travaux là, que les gens trouvent constructifs. Même si parfois ils sont, je dirais, critiques, il faut qu'ils soient constructifs. On est craint par la probabilité d'être vérifié. Donc, il faut que les gens se disent, oh, si le vérificateur général voyait ça, là, on serait mal pris. Il faut qu'il y ait une certaine crainte. Une anecdote, ma fille a rencontré un de ses amis une fois, et le père de cet ami-là parlait contre moi, parce qu'il disait que là, j'allais faire une vérification chez lui. Il craignait ça. Donc, c'était même pas vrai, parce qu'on n'avait pas de plan, on n'y allait pas dans cette entité-là, mais il avait seulement peur que j'aille. Donc, ça, c'est déjà le bon signe. Après ça, par les éléments qu'on vérifie. Il faut vérifier les choses qui sont correctes, pas vérifier, comme par exemple, juste les comptes de dépenses du dirigeant. On va les vérifier. Mais c'est pas l'élément le plus important dans une entité. Il y a bien d'autres choses parfois qui sont plus importantes que ça. Donc, par la pertinence des éléments. Bon. Comme je disais tout à l'heure, bon, aucune entité est contente de vous voir, ça c'est clair. Quand je me déplaçais à rencontrer un conseil d'administration, c'était pas le meilleur moment de la journée, là. C'est où quand je les appelais, si j'appelais un sous-ministre ou j'appelais un dirigeant d'entité, bon, dites-vous, je peux vous dire qu'il retournait l'appel rapidement, là. Mais c'était pas le ciel dans sa journée, là. Quand je me déplaçais, c'est parce qu'il y avait un problème, là. Puis je me suis déplacé, par exemple, prenez certains conseils d'administration, sans donner le nom, durant la crise financière de 2008, quand je me déplaçais rencontrer un conseil d'administration, bien, c'était pas nécessairement toujours facile. Bon. Un vérificateur général, qu'est-ce que c'est? Bon. Rigueur, rigueur, rigueur. Ça veut dire qu'un vérificateur général, vu que son rôle qui est très critique, ne peut pas affirmer quelque chose s'il n'a pas la preuve précise de ce qu'il affirme. Parce que si c'est une critique qui est faiblement appuyée, l'entité, avec raison, va se défendre et puis les gens vont dire « vous n'avez pas la preuve de ce que vous affirmez ». Donc, comme j'écris, dans l'immobilier, on dit le site, les critères. En vérification générale, c'est vraiment la rigueur, la rigueur, la rigueur. Donc, tout doit être documenté. Et ça, c'est clair que ça prend un processus qui est long. Les vérificateurs dans les équipes trouvent ça parfois très long, mais il est nécessaire d'avoir toute la documentation et un texte écrit adéquat pour pouvoir affirmer qu'il y a là une lacune. Lorsqu'on se présente à la commission parlementaire et que les parlementaires commencent à questionner les sous-ministres sur leur gestion et que le sous-ministre se défend par rapport à la lacune, il faut que le vérificateur général puisse sortir la preuve, papier, à l'effet qu'il y a là une lacune. Et tout ceci se fait à la télévision. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très rigoureux. L'autre chose, c'est qu'un vérificateur général
il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe dans la fonction publique. Il ne peut pas rester assis dans son bureau tout le temps. Il faut qu'il aille rencontrer des gens pour pouvoir savoir qu'est-ce qui bouge dans la fonction publique. Sheila Fraser, elle recevait à dîner les sous-ministres régulièrement. Bon, moi, j'allais plutôt les voir dans leur ministère pour voir un peu ce qui bougeait. Donc, contrairement à l'image qu'on se fait qu'un vérificateur général ne peut pas parler à des gens, des entités, moi, je peux vous dire que si on veut savoir qu'est-ce qui bouge dans la fonction publique et comprendre l'environnement de la fonction publique, il faut aller les rencontrer. Les élus sont nos patrons. Et ça, c'est, comme je disais, le vérificateur général, il relève de l'Assemblée nationale. Les élus, là, c'est 125 patrons que l'on a. Donc, il ne faut pas prendre leur place. Il faut leur laisser leur place. Donc, moi, en commission parlementaire, avant, quand on étudiait un de mes rapports de vérification, avant la commission parlementaire, on avait une séance d'information avec eux. Et là, on leur parlait de la vérification. Mais en commission parlementaire, lorsqu'on était devant la télévision, je parlais le moins souvent possible pour laisser la place aux élus, parce que c'était ça leur travail. C'était pas au vérificateur général de prendre la scène. Donc moi, j'essaie de moins possible d'intervenir, mais bien sûr, j'écoutais. Et puis si les parlementaires me posaient des questions, je leur répondais. Mais j'essayais pas de prendre la place. Il faut comprendre aussi leur rôle. Leur rôle, puis leur environnement, leurs intérêts. Et dans ce contexte-là, il faut être ce que j'appelle pédagogue. Un élu, ça s'intéresse à plusieurs sujets d'actualité. Donc, ça va lire, bien sûr, tous les journaux. Ils ont des éléments dans leur comté. Donc, ce ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, puis je dis très respectueusement, des spécialistes. Quand nous, on arrive avec une vérification dans un secteur précis du secteur de la santé, on parle des parlementaires qui ne sont pas des fonctionnaires dans le secteur de la santé, qui couvrent divers sujets, qui ont été dans leur comté pendant toute la fin de semaine. Donc, il faut leur expliquer correctement le sujet pour qu'eux puissent faire ensuite leur travail de contrôle parlementaire en posant des questions aux sous-ministres. Donc, il faut être pédagogue, il faut comprendre leur intérêt. Certains sont plus intéressés à des sujets qui peuvent être la culture, qui peut être l'environnement, dépendamment des commissions parlementaires. Donc, il faut adapter, je dirais, la présentation de nos vérifications en fonction de leurs intérêts et de leurs responsabilités. Les recommandations. Donc, un vérificateur général, à chacune de ses vérifications, fait un certain nombre de recommandations. La question se pose, est-ce qu'on doit discuter des recommandations avant leur diffusion? La réponse, moi, que j'ai appliquée, la réponse est oui. Il faut vraiment aller voir l'entité pour discuter des recommandations, lui présenter minimalement les recommandations avant leur diffusion. Toujours dans l'optique qu'on ne cherche pas à les surprendre. Est-ce qu'on doit les catégoriser? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on doit commencer parce que certains vérificateurs généraux le font, vont dire voici les recommandations essentielles, disant à l'entité allez les corriger rapidement, et voici après ça les recommandations plutôt secondaires qu'on trouve moins importantes et moins urgentes. À Québec, j'ai jamais, moi, catégorisé les recommandations. Certains de mes collègues au Canada le faisaient. Je sais qu'aussi à l'étranger, certains l'ont fait. Moi, je n'ai jamais catégorisé. J'ai plutôt préféré dire voici nos recommandations. Avoir un plan d'action. Demander à l'entité un plan d'action pour répondre à nos recommandations. Ça, c'est clair que c'est un élément majeur. Si vous faites des recommandations ou des contrôles informatiques, demandez un plan d'action. Et ce qu'on a fait récemment, puis ça s'est fait l'année passée, identifier les gens qui sont responsables du plan, des actions qui doivent être mises en place pour corriger les lacunes. Identifier le responsable, vraiment la personne, ça l'aide à augmenter le taux d'application des recommandations. Faire le suivi des recommandations. Bon. Quand moi je suis arrivé à Québec, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque 3 ans, on retournait dans l'entité et on allait vérifier là, avec un degré d'assurance très élevé si l'entité avait mis en place nos recommandations.
Mais ça fait en sorte que si on fait ceci, ça prend beaucoup d'heures de vérification et là, on manque de ressources pour faire d'autres vérifications. On était rendu qu'on faisait plus de suivi des recommandations que de nouvelles vérifications. Parce que les budgets ne sont pas illimités. Donc, on a changé cette approche-là. Puis à l'aide des plans d'action des entités, on est allé se concentrer sur certaines recommandations les plus importantes et on était là maintenant à aller les vérifier sur place. Sinon, on demandait à l'entité de nous donner de la documentation pour voir si elle a mis en place notre recommandation. Donc, il y a un lien à faire, il y a un choix stratégique à dire, bon, est-ce que je fais seulement du suivi de mes recommandations ou je fais aussi de nouvelles vérifications? Et puis, en changeant notre approche, on a augmenté notre temps de vérification, puis on a diminué notre temps de suivi. Certainement, l'élément le plus difficile pour un vérificateur général, puis j'imagine que c'est pareil dans vos fonctions, c'est le choix. Le choix des travaux, précisément. Le choix des sujets de vérification. Comme je vous disais tout à l'heure, là, l'univers de vérification, ça représente 25% du PIB du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie exactement? Parce que là, on n'est pas... On avait beau être 250 personnes, on ne peut pas être partout tout le temps chaque année. Donc, il y avait un choix à faire qui relève en bout de piste du vérificateur général. Mais la question, ça ne peut pas être uniquement que discrétionnaire. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, j'ai mis en place une vigie. Une vigie avec un organisme qui est canadien, à savoir quels sont les sujets de vérification des vérificateurs généraux au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, on a organisé avec cette entité-là un document qui, à chaque 3 mois, nous disait quels sont les sujets de vérification des autres vérificateurs généraux. Celui en Australie, celui en Colombie-Britannique, et puis tout ça. Et ça donnait des idées de sujets de vérification. Donc ça, c'est une façon. Après ça, c'est de doter d'une stratégie. Donc une stratégie de vérification. C'est-à-dire que sur un horizon de 5 ans, combien de vérifications on veut faire en santé, en éducation, en culture, et dans quelle entité. Donc, on avait une planification sur 5 ans. L'objectif étant nécessairement d'assurer notre présence. On ne voulait pas que le ministère de la Santé nous oublie. Donc, on se disait, on va y aller une fois par année. La culture étant un budget plus petit, on ne veut pas qu'il nous oublie. Donc, on va y aller une fois aux 3 ans. Donc, le ministère de l'Environnement, à cause du commissaire de l'eau durable, on va y aller à chaque année. Donc, on avait une stratégie de présence dans les ministères et organismes pour pas qu'on nous oublie, pour qu'on continue de nous aimer essentiellement. Bon, parce que loin des yeux, loin du cœur, donc on prenait pas de chance, on disait on va se retrouver là. Actualité. C'est certain que l'actualité peut chambarder la planification des travaux du vérificateur général. Quand un sujet devient chaud à l'Assemblée nationale, et là, les partis d'opposition posent des questions, bon, là, il est clair que là, ça peut influencer les travaux du vérificateur général. Bon, je prends par exemple, malheureusement, lors de l'effondrement du viaduc à Laval, le gouvernement du Québec a décidé d'augmenter fortement les budgets au ministère des Transports du Québec. Donc, ça m'a amené, moi, en 2007, à démarrer une vérification sur la gestion contractuelle du ministère des Transports du Québec. Et ça s'est fait, on a commencé ça en 2007, elle a été publiée en 2008. Et là, ça l'a mené tranquillement à la commission d'enquête sur l'industrie de la construction qui a été créée en 2011. Donc, l'actualité influence certainement la planification des travaux. Les demandes imprévues. Donc, là aussi, le gouvernement peut demander des choses au vérificateur général, qui peut toujours refuser. La loi lui permet de refuser, mais qui, pas par tradition, mais je dirais par respect, va répondre aux demandes gouvernementales. Comme à la demande du gouvernement, on a vérifié les budgets de la lieutenant-gouverneur du Québec, Mme Thibault. Donc, c'était une demande imprévue. Ce n'est pas moi qui avait pris l'initiative, mais le gouvernement voulait qu'on aille vérifier. Donc, il y a les demandes imprévues qui bouleversent la planification. Mais le choix des sujets de vérification, c'est vraiment un choix, je dirais, là, très, très important dans la responsabilité d'un vérificateur général.
Bon, l'impact du travail d'un vérificateur général. Utilisation du bâton de baseball. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un vérificateur général, par ses propos, peut avoir une influence pas mal forte, vraiment très, très, très importante. Mais il ne doit pas utiliser ce que moi j'appelle le bâton de baseball fréquemment. Parce que s'il l'utilise trop fréquemment, il va perdre de sa puissance. Ça, c'est une chose. Et le fait de ne pas l'utiliser fréquemment, lorsqu'il s'en sert, c'est remarqué plus. C'est ça qui est important. Je l'ai utilisé quelques fois, le bâton de baseball. Quand j'ai critiqué la comptabilité gouvernementale en disant qu'on comptait en double certaines choses, euh, je me rappelle, ça concernait la loi sur l'équilibre budgétaire où il y avait une comptabilité qui se faisait et j'ai démontré très facilement aux médias, à la conférence de presse, qu'on avait compté en double le même chiffre. Il y a eu un reportage de soir à TVA où le reporter avait filmé un odomètre là, d'une automobile en disant, vous voyez, le ministre des Finances, ce qu'il fait, c'est qu'il trafique votre odomètre dans l'automobile. Bon, le BD, ça n'a pas aimé vraiment. Mais ils ont fait un changement à la communauté gouvernementale pas longtemps après. Donc, faut pas utiliser le bâton de baseball souvent parce que ça peut mener à sa diminution de son pouvoir. Et puis, ça amène aussi le vérificateur général dans l'arène politique, ce qui n'est pas sa place. C'est les élus qui sont dans l'arène politique, ils n'ont pas le vérificateur général. Donc, c'est tout pour ma part. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. L'autonomie, elle est complète. Aucun doute. Le vérificateur général a l'entière discrétion de ses choix de vérification. Mais il m'est arrivé de changer la planification à la demande d'une entité. Par exemple, au ministère des Affaires municipales, une année, le gouvernement fédéral a décidé de lancer un grand programme d'infrastructure, comme c'est le cas présentement, mais il y en a eu un il y a 7 ans. On était en train de démarrer une vérification au ministère des Affaires municipales. Ce ministère-là participait au choix des projets qui étaient financés par le fédéral et l'enveloppe fédérale avait avait une date limite. Donc, le ministère travaillait très fort pour choisir les projets pendant une période très limitée. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait le faire, sinon il perdait de l'argent du financement fédéral. Donc, le sous-ministre m'a contacté pour me dire, est-ce que c'est possible de décaler la vérification de quelques mois, parce que présentement, tous mes fonctionnaires sont concentrés sur le choix des projets d'infrastructure. J'aurais pu dire non, mais comme je l'ai écrit, pour vérifier une entité, ça prend sa collaboration. Et ça prend du temps. Quand un vérificateur arrive, il va poser des questions, il va demander des documents. Donc, les fonctionnaires qui sont là doivent lui répondre. Donc, c'est du temps qu'ils n'ont pas pour faire autre chose. Donc, j'ai accepté de décaler la vérification de 6 mois. Mais j'aurais pu dire non, pas du tout. Comme les vérifications spéciales demandées par le gouvernement, on peut dire non. Mais ça reste, je dirais, là, un choix du vérificateur général. Mais vous savez, on est au service de l'Assemblée nationale. Donc, s'il y a une demande spéciale, parce que j'en ai eu, moi, 7-8 demandes spéciales venant du gouvernement, à ce moment-là, on a tendance à dire oui, pas parce que dans les faits, on veut être complaisant. Au contraire, ce qu'on vient chercher en nous demandant quelque chose, on vient chercher l'indépendance du vérificateur général. On vient chercher la qualité de ses travaux. Donc, une certaine reconnaissance de son rôle quand le gouvernement demande une vérification spéciale. Et ça, c'est pour ça généralement, on dit oui. Mais on peut toujours dire non, et la loi le prévoit aussi, que le vérificateur général n'est pas obligé. Oui, oui, oui.
Oui, parce que dans le fond, quand on commence une vérification, on appelle toujours ça la vérification initiale. C'est-à-dire qu'on va aller voir sur le terrain, on pense qu'on doit vérifier tel élément, puis après un certain temps, là, l'équipe revenait me voir et là concluait, est-ce qu'il y a lieu d'en faire une vérification ou non? Et parfois, c'est arrivé, ça arrive pas si souvent que ça, mais ça arrive où j'ai dit non, on arrête ça là. Parce que ça vaut pas la peine d'aller plus loin. On avait commencé une vérification, bon, par exemple, sur... je cherche une dans le secteur de la santé. Et puis, l'équipe, après la fin de la vérification initiale, parce qu'il y a des étapes dans une vérification, la première, c'est l'étape initiale. Après la fin de la vérification initiale, m'a produit un petit rapport disant qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin. Et là, le vérificateur général dit « j'arrête ». Et puis, on informe l'entité qu'on arrête. Comme il y a des entités qui vont... Il m'est arrivé aussi qu'il y avait des entités qui vont demander des vérifications. Et puis, j'envoyais une équipe, puis on voyait s'il y avait lieu de faire ou non une vérification. Oui. Oui. Ce que l'on fait, c'est qu'on va publier un rapport à l'Assemblée nationale disant que l'entité n'a pas suivi nos recommandations. Et là, les élus doivent décider s'ils veulent rencontrer les sous-ministres en cause pour dire pourquoi vous n'appliquez pas la recommandation. Moi, ce que j'ai fait pour essayer pour augmenter le taux d'application des recommandations, c'est que quand je suis arrivé en place, dans la première année, quand on soumet le rapport de vérification à l'entité concernée, et là, le sous-ministre me faisait parvenir une lettre. Et la pratique des sous-ministres, c'était de faire parvenir une lettre très générale disant « J'ai pris note de vos commentaires ». Puis tout ça. Il ne faisait pas allusion aux recommandations. Ce que j'ai mis en place, c'était à la fin un questionnaire très précis où à la fin d'une vérification, le sous-ministre devait signer pour chacune des recommandations s'il était d'accord ou pas d'accord. Et s'il est d'accord et que 2 ans plus tard, il ne l'a pas mise en application, là, j'avais un instrument à donner aux élus pour dire « Vous avez dit oui et vous ne l'avez pas fait ». Donc là, le sous-ministre devait expliquer publiquement non. Puis moi, je peux vous dire que j'ai même un sous-ministre qui avait pris les propos des élus un peu à la légère et qui, 1 mois plus tard, n'était plus en fonction. Donc, les élus font leur travail, mais il faut leur donner les instruments pour leur permettre. Mais les élus font leur travail. C'est bien, et merci beaucoup. Merci beaucoup.